Professeur Didier Raoult, où en est-on de la prise en charge et du traitement du Covid-19? Écoutez, je vais vous faire le point et un point avec les données successives. Comme vous savez, je suis assez réticent à aller sur les plateaux télé parce que la vérité au jour le jour, c'est pas ma nature. Moi, ce qui m'intéresse à long terme, c'est que ce que je dis ait un sens. Je vois bien que les gens passent leur temps à déformer mes paroles. C'est même la raison pour laquelle tout ce que j'ai dit pendant euh, l'année 2020 est relié dans mon livre Les carnets de guerre. Je peux regarder page par page, je n'ai rien dit d'autre que ce qui est marqué là-dedans. Donc tout ce qu'on me fait dire, en dehors de ça, ce sont des choses qui ne sont pas raisonnables. C'est pas vrai, donc c'est une des raisons pour lesquelles, comme je n'aime pas être manipulé et que je n'aime pas qu'on arrive à me faire dire des phrases qu'on coupera ensuite en morceaux pour me faire dire l'inverse de ce que je dis, c'est très facile de dire ce que je dis. Donc je vais reprendre un peu les éléments de ce que je dis euh, pour revenir après sur l'histoire de et du délire qu'a pris les gens à propos de la chloroquine. Donc tout ça est retrouvable dans ce document. Le 14 janvier 2020, je commence à parler du traitement de l'azithromycine, qui est le traitement de référence des infections respiratoires virales et non virales, et qui montre, y compris dans les infections virales, une amélioration significative. C'est un traitement banal, c'est le traitement de référence de toutes les pneumopathies aux États-Unis, où il y a une personne sur 8 qui en prend tous les ans, d'une manière très intéressante, ce qui prouve que nous avons des spécificités françaises. L'azithromycine n'a pas la MM en France pour le traitement des pneumopathies, en dépit du fait que c'est le traitement le plus utilisé dans toutes les pneumopathies dans tout l'Occident. C'est le mystère de l'AMM que je ne peux pas vous expliquer parce que je ne les comprends pas. Finalement, à propos de cet usage des antibiotiques, en particulier des macrolides, on aura une communication du ministère et du directeur général de la santé en juin 2020 en disant que c'est complètement idiot de donner des antibiotiques, il ne faut pas le faire. Et puis le ministre, lui, dira un peu plus tardivement, en mars 2021, c'est finalement, on peut être amené à donner de l'oxygène chez vous, des anticoagulants, des antibiotiques, des dérivés de la cortisone. Il faut dire, je vous l'expliquerai, que l'oxygène à la maison, les anticoagulants et les antibiotiques, c'est nous qui l'avons proposé pour la première fois à chaque fois. D'accord ? Donc au début, on dit non, non, c'est fou, puis à la fin, on dit c'est vrai. C'est simplement on a tort de le dire trop tôt. C'est la seule chose que l'on peut dire à partir de l'azithromycine. Ensuite, les prélèvements systématiques, les tests systématiques, on commence, nous, à en parler le 31 janvier, à propos des rapatriés de Wuhan. Je dis, mais attendez, il faut les tester tout de suite. Et de manière assez surprenante, Yazdan Pada conseille à la ministre et à Jérôme Salomon de nous faire déposer un projet de recherche pour tester les gens, pour savoir s'ils sont contagieux avant de les faire descendre, ce qui est quand même un des trucs les plus fantasmagoriques que j'ai entendu. Ce qui fait que j'ai commencé à comprendre que la notion de l'éthique médicale n'était pas la même pour les uns et les autres. Les gens qui sont contagieux, qui veulent se faire tester pour savoir s'ils sont contagieux, n'ont pas besoin de signer un consentement exprès, ça va de soi, il n'y a pas besoin d'avoir un comité de protection des personnes pour savoir si on doit tester les gens qui sont présumés contagieux revenant d'une zone de haute contagion. Ça va commencer à être un problème de réflexion qu'ont les uns de qu'est-ce qu'il est moral de faire en répondant à une demande des personnes et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on voit bien déjà qu'il y a des gens qui sont habitués à donner des traitements pour l'industrie pharmaceutique et qui donc ont besoin d'avoir des consentements éclairés, des comités de protection des personnes, ce qui n'est pas notre cas. Donc on voit bien qu'il y a déjà un fossé qui se creuse. Je commence à parler de la chloroquine à partir de février 2020, ce qui n'était pas une nouveauté. J'avais écrit une revue sur la chloroquine dans les infections virales plusieurs années avant avec Jean-Marc Rollin, dans un des meilleurs journaux de maladies infectieuses. Et puis le 25 février, je parle des résultats en Chine de la chloroquine, hein, c'est page 63 de mon livre, tout ça c'est dans mon livre. Le 16 mars, je dis, écoutez, pour cette maladie, comme pour toutes les maladies, ce qu'il faut, c'est diagnostiquer et traiter, et si possible, isoler. C'est page 79, je ne changerai pas,
je n'ai pas changé. Je suis content que depuis mars, le ministre soit entièrement d'accord avec moi. Il faut diagnostiquer, traiter avec ce que nous avons. On va voir ce que nous avons. Après, c'est ce que nous avons rajouté. Le 28 avril, nous commençons à parler des anticoagulants. Et nous recommanderons dans nos stratégies thérapeutiques l'usage des anticoagulants, y compris en ambulatoire, à partir de septembre. Et c'est bien, ça a été repris ultérieurement parce qu'effectivement, les gens me disent mais c'est très dangereux les anticoagulants en ambulatoire. En réalité, on donne des anticoagulants en ambulatoire aux gens qui ont une entorse et qui vont être immobilisés. Et donc, on ne voit pas pourquoi ça serait dangereux pour les entorses. Et pas là, alors que là, ça empêche vraiment de faire des embolies pulmonaires mortelles. Tout le monde est aussi devenu d'accord sur cet aspect. En juin 2020, on commence à parler de l'hypoxie heureuse. Ça, c'est page 226. L'hypoxie heureuse, on a découvert, après les Chinois d'ailleurs, mais on a été les premiers à communiquer là-dessus, à ma connaissance en Europe, du fait qu'il y avait pour une fois une discordance entre le fait qu'on n'avait plus d'oxygène dans le sang et qu'on ne s'en rendait pas compte. Non seulement on ne s'en rendait pas compte, mais on était plutôt bien, parce qu'on avait une baisse du dioxyde de carbone, du gaz carbonique dans le sang, ce qui rend un peu euphorique. Et que donc on ne pouvait pas compter sur la perception des patients pour voir jusqu'à quel point ils étaient graves. Et si on attendait ce que recommandait le ministère à l'époque, de rester à la maison avec du Doliprane et d'attendre d'être essoufflé, eh bien au moment où on était essoufflé, c'était trop tard, on rentrait directement en réanimation, c'était très tardif. Il y avait une période pendant laquelle on n'avait très peu, pas suffisamment d'oxygène dans le sang, sans que le patient le sache, sans même que le médecin qui l'examine ne pouvait le savoir. Il fallait le mesurer. Et à partir de ce moment-là, on va recommander, à partir du 15 septembre, que tout le monde achète un oxymètre de pouls. Et je peux vous dire que les gens nous ont écoutés bien avant que ce soit recommandé par la haute autorité de santé qui a recommandé ça avril 2021. Donc, on va dire septembre, mais c'est bien que finalement, tout le monde finisse par être d'accord. Ensuite, en observant ce qui se passait avec le deuxième épisode qui apparaît en juillet, comme moi je ne croyais pas au rebond, tout de suite j'ai regardé si les séquences des génomes que nous avions à ce moment-là étaient les mêmes. Je peux toujours pas, je suis encore en train de travailler avec mon équipe pour savoir pourquoi un variant s'impose à la suite d'un autre. Il y a plusieurs explications possibles, mais c'est complexe. Eh bien, quand on dit ça, d'abord, très officiellement, les gens nous disent « Non, il n'y a pas de variant, ça n'existe pas », y compris des gens qui ont l'habitude de travailler sur des virus ARN, quand même, c'est très déraisonnable. Et cette spécificité des variants va nous amener à essayer de comprendre ce qui se passe. On va identifier que le variant que nous avons eu en juillet était importé d'Afrique, qu'il y avait des mutations, quand on analyse les génomes, montrent que ces mutations commencent en Afrique subsaharienne, à partir d'un virus que nous avions exporté là-bas, ils ne sont pas nés là-bas. Et puis deuxièmement, il y a une épidémie extraordinaire avec le variant qu'on a appelé le Marseille 4, qui est d'abord découvert en France. Comme ceci est contemporain ou arrive peu de temps après les énormes épidémies de visons qui ont sévi en Europe, on suspecte que c'est lié à une épidémie de visons. À l'époque, on ne sait pas qu'il y a des épidémies de visons en France, et donc on pense que c'est peut-être une épidémie de visons qui a eu lieu au Danemark. Au Danemark, il y a eu 17 millions de visons qui ont été abattus. Il y a 6 ou 7 énormes génotypes. Il y a une variabilité incroyablement plus grande chez les visons que chez l'homme. Donc on suspecte que c'est peut-être le Danemark, avant de savoir qu'en réalité, il y a aussi des élevages de visons en France, et qu'il y a un élevage de visons qui est infecté en Eure-et-Loire, qui est juste l'endroit à côté duquel la deuxième partie de la deuxième épidémie va commencer, puisque celle-ci commence dans le département voisin, la Mayenne. Et donc, on cherche absolument à avoir les séquences des virus de cet élevage. Il faudra 3 mois et demi pour que ce soit public, et on verra qu'effectivement, c'est bien ce variant qu'on a vu apparaître en France à partir de août, et dont je signale l'existence à partir du 15 septembre pour dire c'est quelque chose qui est nouveau. Effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau.
et qui ne s'arrêtera là qu'en janvier, remplacé par l'importation du virus dit anglais, qui aura encore d'autres mutations. Ces variants, on les identifie par le fait qu'on les voit apparaître avec toute une série de mutations qui n'avaient jamais été vues regroupées ensemble et que donc qui témoignent d'une évolution différente de ce qu'on a l'habitude de voir, qui sont l'accumulation progressive de mutations. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont des éléments, finalement, tout le monde finit par être d'accord avec nous. Alors, il n'y a que l'hydroxychloroquine sur lesquels il s'est passé quelque chose. Je vous rassure, le fait qu'ici, on ne croit pas que l'hydroxychloroquine ait une activité n'empêche personne de travailler dans le monde dessus. Il y a même une série d'articles considérables. Là, vous voyez, dans ce site, les gens continuent à collecter tous les essais disponibles au monde sur l'hydroxychloroquine. Il y a maintenant 246 essais qui ont été faits dans le monde, incluant près de 4000 scientifiques, 378 000 patients, et qui montrent 66% d'amélioration, les 2/3, quand on fait des traitements précoces, 75% quand on regarde la mortalité chez les gens qui ont un traitement précoce, 46% sur les traitements si on regarde les essais randomisés, 22% chez des gens qui ont dans 167 études sur des traitements tardifs et 24% dans les 35 études randomisées. Donc il y a une quantité d'essais et qui continue. Nous aussi, on publie nos résultats. Alors il y en a un qui est déjà accepté, qui porte sur le traitement précoce chez 10 000 personnes. Chez ces 10 000 personnes, certains ont accepté le traitement, d'autres ont refusé le traitement, certains médecins n'ont pas proposé le traitement parce que chacun est libre de la prescription vis-à-vis de ses patients, mais à peu près 75% de ces gens ont été traités et on a une amélioration du pronostic de 75%. Donc la mortalité est divisée par 3 chez les gens qui reçoivent ce traitement, sur des chiffres qui sont des chiffres, bien entendu, qui sont significatifs, parce que quand on a des données de cette dimension-là, bien sûr, on a des données significatives. On a un deuxième papier qui a été fait, lui, qui vient d'être envoyé sur les patients hospitalisés, qui a été envoyé par Jean-Christophe Lagier, et qui montre que là aussi, on a une réduction extrêmement significative de la mortalité et du passage en réanimation chez les gens qui sont traités par hydroxychloroquine et azithromycine. Au total, maintenant, en dehors de ces 2 papiers qui sont finis, c'est un peu long de finir les papiers parce qu'il faut collecter toutes les données, il faut les anonymiser, il faut les mettre sur un site, mais globalement, nous avons eu on a fait le diagnostic d'un peu plus de 40 000 personnes ici, dont 25 000 ont été pris en charge ici. Sur ces 25 000 personnes, il y en a 16 000 qui ont reçu un traitement par hydroxychloroquine azithromycine et nous n'avons eu aucun des accidents dont on présentait qu'ils allaient pouvoir exister. Donc c'est une chose qui est assez étonnante, c'est que tout un délire a été pris à partir de 1, l'efficacité et 2, la dangerosité qui a amené à ce qu'on ne puisse pas travailler dans des conditions relativement sereines. Par exemple, nous avions fait un travail avec Philippe Gautret chez les patients en EHPAD. Et nous avions montré que la mortalité était divisée par 2 en EHPAD si on traitait les malades. Mais c'était les malades que l'on traitait ici, avec l'espèce d'exception dont on a bénéficié pour utiliser notre traitement. Pour pouvoir répondre aux interrogations des méthodologistes inquiets, à qui les données brutes ne suffisent pas, même si elles portent sur maintenant 400 000 personnes, eh bien, nous avons proposé 4 essais thérapeutiques dans ce pays, à des CPP. Tous les 4 ont été refusés. On nous a interdit de tester.
l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, y compris 2 fois dans les EHPAD, alors qu'on avait un papier préliminaire qui montrait une division par 2 de la mortalité. Et dans un de ces CPP, ce qui veut dire que cette folie a pu atteindre des sommets dans lesquels il n'y avait d'ailleurs pas un seul universitaire. Les gens nous répondaient que Philippe Broucky et Mathieu Millon n'avaient pas les compétences pour faire de la recherche clinique. Il faut regarder ces 2 professeurs de maladies infectieuses qui font de la recherche clinique depuis l'un 15 ans et l'autre qui a commencé avec moi en 1987. Autant vous dire que pour arriver à avoir le culot de dire des choses pareilles, il faut être, je ne sais pas, touché par quelque chose que moi je ne comprends pas. Et pour revenir plus généralement sur l'histoire de l'hydroxychloroquine, pour faire croire que l'hydroxychloroquine est toxique, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir une ignorance à peu près totale qui fait rire le monde entier. Parce que je vous assure, quand vous sortez d'ici, que vous avez dans le monde entier expliqué que l'hydroxychloroquine est un produit extrêmement toxique qui donne des accidents cardiaques, je vous assure que vous faites rire le monde entier. Les Africains se foutent de notre tête parce qu'ils ont mangé des kilos de chloroquine et d'hydroxychloroquine. Là, je viens de revoir toute la stratégie de tous les pays du Golfe qui ont tous bouffé l'hydroxychloroquine quand ils ont été malades. Ils disent, écoutez, on comprend pourquoi il y a une telle différence de mortalité entre nous, qui avons une très faible mortalité, et les pays européens qui ont refusé l'hydroxychloroquine. Et ceux qui ont été les plus acharnés, bien entendu, à laisser passer le discours de cette nature, ça a été les Londoniens avec le Lancet. Il faut dire qu'une des révolutions du XXIe siècle, c'est qu'il est clair que la plus mauvaise gestion de cette maladie s'est faite dans les pays qui avaient la réputation d'être les meilleurs en termes de recherche médicale au monde. Là où la baisse de l'espérance de vie a été la plus forte au monde, à ma connaissance, c'est à Londres, où les Londoniens ont perdu 3,5 ans d'espérance de vie en 2020. C'est inouï. Et c'est eux qui étaient censés nous donner des leçons à tous, eux qui nous expliquent maintenant ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais moi, je crois à l'exemple, je crois à la réalité plutôt qu'à ce que devrait être. D'ailleurs, les essais anglais défient toute la connaissance médicale, d'inclure des gens qui ont des tests négatifs comme étant malades d'une maladie pour laquelle on les traite. C'est hallucinant. Utiliser l'hydroxychloroquine à 4 fois la dose et à des doses que l'on recommande de ne pas donner du fait de leur toxicité, de publier ça dans les meilleurs journaux du monde, c'est la preuve qu'on est arrivé à un degré de dérive qui est incroyable. Quant à la résonance vis-à-vis de ça, c'est-à-dire du moment où moi je commence à prononcer le mot chloroquine, je commence à être assailli et harcelé par des groupes dont je reparlerai, qui s'appellent No Fake Med et Citizen for Science, qui sont composés de gens qui, honnêtement, scientifiques, n'ont pas le niveau de discuter avec moi, n'ont pas le niveau de mes étudiants. Donc c'est une réactivité, une violence qui est insoupçonnable. Et quand nous allons publier que, en donnant de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ce qui a été confirmé dans tous les travaux qui ont bien voulu regarder, vous avez une diminution, on ne dit rien d'autre que ça d'ailleurs, nous avons une diminution du portage viral, parce qu'on ne peut pas évaluer sur un groupe aussi faible la mortalité ni la gravité. Tout ce qu'on peut évaluer, c'est ce qu'on fait dans les maladies infectieuses, ou ce qu'on devrait faire dans les infections virales ou bactériennes, c'est diminuer, regarder si le virus s'en va ou s'il s'en va pas. C'est quelque chose de banal, et donc on dit, écoutez, quand on donne les deux, vraiment, on a une baisse très rapide des virus. Cet article qui nous paraissait très simple à avoir un écho dans un sens comme dans l'autre, qui dépasse l'entendement, qui montre que on touche là un point d'une sensibilité extrême. Et à propos de cette chloroquine, on va avoir un déchaînement d'hostilité qui est tout à fait étonnant, avec des gens qui nous attaquent au Conseil de l'Ordre en nous traitant de charlatans, avec quelqu'un qui est un freelance pour l'assistance publique qui porte plainte ici auprès du procureur de la République, ceci a été rejeté, avec des gens qui crient sur les plateaux télévisés, y compris maintenant Mona Ozouf qui dit, enfin, une historienne que je respecte beaucoup, je ne sais pas de quoi elle se mêle en disant que je suis un criminel.
Attendez, il faut se calmer, là. Laissez donc les gens qui savent de quoi ils parlent. Moi, j'ai prescrit plus d'hydroxychloroquine dans les maladies infectieuses que n'importe qui, donc je sais de quoi je parle. Les rhumatologues utilisent l'hydroxychloroquine pour traiter deux maladies chroniques depuis très longtemps, le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. En 2019, il s'était distribué 62 millions de comprimés d'hydroxychloroquine et personne n'était mort, et personne ne faisait même des électrocardiogrammes avant. Maintenant, nous, on les fait tellement peur qu'il y a des histoires cardiaques. On fait l'électrocardiogramme, avant on ne le faisait jamais, parce que personne ne faisait d'électrocardiogramme spécifiquement avant de donner de l'hydroxychloroquine. Les rhumatologues d'ailleurs qui prescrivent ça par centaines de milliers ont fait une publication après que j'ai protesté auprès du Lancet, qui n'est pas publié ce papier que j'avais reviewé, un papier dans lequel ils analysent 900 000 traitements chroniques par hydroxychloroquine dans la polyarthrite rhumatoïde, dans lequel il ne voit absolument aucune augmentation des arrêts cardiaques. Tout ça n'est pas vrai. Et tant qu'on ne reviendra pas à expliquer pourquoi cet énorme mensonge fait par une bande de bonhommes qui prétendaient avoir accès à 90 000 dossiers dont on ne sait pas d'où ils sortaient, et dont on savait qu'il était impossible de les avoir, et qui n'ont jamais pu expliquer d'où ils les avaient, qui n'ont jamais été poursuivis en justice, alors qu'ils ont changé toute l'histoire de la capacité à traiter ça, puisque notre ministre et puis le président de l'OMS, le week-end, au lieu de se donner le week-end pour réfléchir, on dit il faut tout supprimer les arrêts, les traitements. Voilà. Pourquoi, dans un monde normal, puisque nous avons rapporté ce donné-là, pourquoi en France n'a pas été mis en place un essai contradictoire sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, aux doses que nous n'utilisions pas, et pas des doses fantaisistes qu'il y a eu dans Recovery, des doses normales, moi celles que j'utilise depuis 25 ans et qui donnent des concentrations sériques de microgrammes par ml. Pourquoi est-ce que, en France, on n'a pas fait un essai hydroxychloroquine, azithromycine, bien fait, pour regarder quelle était la durée du portage viral et quelle était l'évolution des patients traités. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça dans le pays dans lequel ça a été mis au point, alors qu'il y a plein de gens qui l'ont fait dans le monde? Donc c'est des vraies questions qui soulèvent des questions majeures. Encore une fois, le lendemain du jour où je parle de l'hydroxychloroquine, il y a un collègue en maladie infectieuse, il s'appelle le professeur Rafi à Nantes, qui me téléphone. On a fini par l'identifier grâce à la police et grâce au fait que j'ai porté plainte. Qui me menace si le lundi avant midi j'ai pas retiré ce que je disais sur l'hydroxychloroquine, il me menace du pire, téléphone chez moi à minuit, je dors avec ma femme. Enfin, comment est-ce qu'on peut accepter des comportements de cette nature? Et qu'est-ce que ça a soulevé de si dramatique de dire qu'on allait utiliser le médicament qui était le plus banal du monde? Surtout que, sachant que ce médicament est totalement anodin, qu'il y avait des éléments, et que vous voyez bien, il y a dans la littérature une quantité d'éléments qui permettent de faire ça, on pouvait bénéficier de quelque chose qui avait été mis au point par mon ami Dominique Maranaki. Je vous suggère vraiment de regarder sa vidéo sur notre site, qui était le premier directeur de la NSM, qui a travaillé avec Xavier Bertrand pour mettre en place santegouv.fr, qui rapporte les conflits d'intérêts rapportés par l'industrie elle-même. Et donc, pourquoi nous n'avons d'une part, les journalistes se sont relativement peu intéressés à savoir pourquoi les gens qui étaient les plus agressifs se trouvaient aussi en haut de la liste des gens qui avaient reçu le plus d'argent de l'industrie pharmaceutique. Je ne suis pas paranoïaque, je fais des raisonnements cohérents. Le plus financé de tous étant celui qui m'a menacé. Deuxièmement, la vraie question, c'est mais pourquoi est-ce que tout le monde a été tellement prêt à croire ça, et pourquoi personne, ni les journalistes, ni le ministère, ni personne n'a fait son mea culpa sur cette affaire? Pourquoi, du jour où ça a été dit, les deux études qui étaient en cours en France sur la chloroquine, même pas l'hydroxychloroquine donnée aux doses que je recommande avec l'azithromycine, ont été arrêtées, n'ont jamais été reprises, alors que les données préliminaires montraient que c'était les seuls traitements qui commençaient à donner quelque chose, qui n'était pas encore significatif, mais bien entendu, si on les arrête avant d'avoir inclus les gens. En revanche, comment est-ce qu'on a donné une autorisation temporaire d'usage au remdesivir de Gilead, dont tout le monde a montré que ça ne servait pas, ça ne marchait pas? Moi, je vous rappelle que la seule étude qui a montré qu'il y avait un effet azithromycine, hydroxychloroquine en dehors de la nôtre, c'était une étude parisienne qui n'a pas été analysée. C'est incroyable. Vous pouvez la regarder dans le British Medical Journal.
il y a les données, il y a une différence significative pour n'importe qui sait faire des statistiques basiques, et ils ne l'ont pas analysé, ils n'ont pas dit que ça marchait, c'était incroyable. C'est 0 passage en réa, 0 mort. Il y a un autre papier qui a été publié sur le recueil de toutes les données de l'assistance publique. Alors ces données en vrac de différents services, je suis moins convaincu que celles qui sont faites dans un seul institut dans lequel les données sont homogènes. Mais globalement, la conclusion générale de ce papier, qui était fait sur plusieurs milliers de personnes, était que l'hydroxychloroquine raccourcissait la durée d'hospitalisation, comme ça a été ensuite prétendu pour le remdesivir. Donc il n'y avait pas moins d'éléments pour l'hydroxychloroquine, pour le remdesivir, sauf que ça ne coûte rien. Comment est-ce que la NSM a donné une autorisation temporaire d'emploi pour le remdesivir? Je n'en sais rien. Comment elle a interdit la même chose pour l'hydroxychloroquine? Je n'en sais rien. Mais si vous le savez, expliquez-le-moi, parce que je ne le comprends pas. Et comment l'Europe a acheté au moment, la veille du jour où l'OMS dit « ça ne sert à rien », pour 1 milliard de remdesivir qu'on va nous proposer, le directeur général de la santé va nous proposer de nous distribuer gratuitement. Et ce qu'on m'a rapporté, je ne garantis pas l'authenticité, c'est que maintenant, ce remdesivir dont on ne savait pas quoi faire en France, on projetait de l'envoyer aux Indiens pour que les Indiens s'en servent, puisque à nous, il ne nous servait à rien, puisqu'on ne prescrivait pas. Donc, il y a là quelque chose qui est extraordinairement mystérieux et qui méritera une explication approfondie. Que pensez-vous de ces réactions, cette violence des réactions vis-à-vis de l'hydroxychloroquine? Écoutez, jusqu'à présent, et tant que c'était individuellement, que les gens racontent des bêtises sur les plateaux de télévision, dans les radios, dans les journaux, honnêtement, ça m'indiffère, tant que c'est moi personnellement. Quand ça devient collectif avec mes collègues, je me défends, donc j'ai demandé la protection fonctionnelle à mon institut, parce que c'est l'institut en tant que personne morale qui est agressé. Et puis maintenant, je reconnais que j'en ai un peu assez. Il y a vous savez, il y a beaucoup de similitudes parce que les comportements humains se reproduisent. Karl Marx disait l'histoire se répète la première fois comme un drame, la deuxième fois comme une farce. Et bien là, on recommence comme une farce ce qu'on a vu en 40. Je pensais ça depuis le début. D'abord, la terreur, la fuite, restez à la maison, cachez-vous, dissimulez-vous, couvre-feu. Et ça ressemble beaucoup à 40 et à la guerre. Oui. Ensuite, la délation. Un truc terrible. Le spécialiste de la délation, c'est un site qui se dit de contrôle, qui s'appelle Puppepeer, dans lequel vous pouvez dénoncer de manière anonyme des erreurs que vous avez vues dans les travaux des autres. Chez nous, on appelle ça les corbeaux, les gens qui envoient des lettres anonymes comme ça pour dénoncer les gens. Vous voyez, ça, c'était un des sommets de la guerre. J'ai un mépris absolument total pour ces gens. Je ne les crains pas et j'ai un mépris total. Mais je trouve que c'est excessif pour deux raisons. C'est la bande de Madame Bic avec M. Barbour, là, dans Puppepeer, a fini par trouver 250 fautes dans mes 3500 papiers, je suis sûr qu'ils continuent à en chercher, qui sont parfois tellement risibles que c'est ridicule. Ça n'empêche pas de circuler dans la presse, par exemple, pour illustrer que les microbes avaient des génomes de taille différents. Eh bien, on a montré que des génomes qui avaient la même origine pouvaient avoir une consommation de sucre très très différente. On a pris comme exemple une photo qui était libre de droit pour dire regardez, c'est des choses qui ont été testées des milliards de fois, ce ne sont pas des photos originales du tout. Et donc, Puppepeer s'est excité en disant qu'on avait dupliqué des photos pour faire croire que c'était un travail original. Il suffisait de lire le papier pour dire que ce n'était pas du tout un travail original, mais que c'était une illustration de la théorie que nous étions en train de mettre. Donc ça ne pose aucun problème d'utiliser des photos sans droit en disant on n'a jamais prétendu, il n'y a jamais eu de matériel et méthode. Bon, il y a d'autres gens qui nous ont demandé. Alors maintenant, elle est obsédée pour savoir si on a bien les éléments d'éthique nécessaires. Alors, les éléments d'éthique, c'est parce que les gens ont un peu oublié que l'éthique, c'était théoriquement la morale. C'est pas la réglementation aveugle. Et alors, on avait déjà eu, alors ça c'est pas eux, mais c'était avec des journaux, parce qu'ils mettent quelqu'un pour faire l'éthique qui généralement
connaissance dans l'éthique et dans la loi qui est approximative. Alors nous, on nous a déjà demandé si on avait demandé aux chimpanzés le consentement éclairé avant de prendre leur selle. Donc quand même, on leur a dit, on leur a pas demandé. Et puis, mon collègue Michel Drancourt, qui travaille sur la paléomicrobiologie, a eu une fois quelqu'un qui lui a demandé si on avait demandé le consentement éclairé à la momie. Donc, si vous voulez, il y a des gens qui répondent de manière un peu automatique, là, qui n'est pas raisonnable. Donc là, on nous a demandé si on avait demandé si on n'avait pas de conflit d'intérêt avec le fait qu'on a eu une tentative éphémère de mettre au point une start-up pour pouvoir traiter de manière très efficace les poux qu'on a abandonnés, parce que c'est pas possible dans les conditions actuelles, parce que c'était basé sur les vermectines, et les vermectines, c'est devenu quasiment aussi tabou que l'hydroxychloroquine. Eh bien, on était persécutés à la fois par PubPeer et puis par le journal dans lequel on a publié ça, pour nous dire qu'on n'avait pas déclaré de conflit d'intérêt en publiant la génétique des poux, qui n'avait strictement rien à voir avec la formation en question. C'est comme si on demandait à un généticien humain s'il avait un conflit d'intérêt pour avoir testé, je ne sais pas, un antibiotique dans les pneumonies. C'est des histoires d'imbéciles. Donc, si vous voulez, mais c'est du harcèlement. Alors, je sais qu'il y a tout un groupe là-dedans, hein, donc, qui discute avec. Alors, les gens de Citizen for Science, alors c'est vraiment, là-dedans, il n'y a pas de scientifiques, mais beaucoup de gens qui sont directement ou indirectement affiliés à l'industrie pharmaceutique, dont la présidente a un compte Twitter qui s'appelle Zenutopia 1. Je vous suggère de regarder le niveau d'agressivité contre moi qu'a cette femme. Je ne sais pas ce qui lui prend. Je sais pas, plusieurs fois par jour, elle lance des tweets assassins. Je ne la connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Je ne lui parle pas. Elle est personne pour moi. Qu'est-ce qu'elle est excitée? Je serais pareil. Il y a un autre qui écrit des trucs, qui a même proposé d'envoyer une voiture suicide sur l'IHU qui s'appelle Loni Besançon. Donc, mais qui c'est ces gens? C'est quoi? Ils recrutent ça dans les hôpitaux psychiatriques, ou je ne sais pas ce qui se passe. Donc, quelque chose. Et puis il y en a un autre là, qui dit qu'il était en classe et qu'il a fait son stage de sciences avec le ministre de la Santé et qui pense le défendre. Il s'appelle Guillaume Limousin. Mais qui sont ces gens-là qui s'excitent les uns entre autres, les uns avec les autres là, pour nous embêter? Moi, ça m'embête, honnêtement. Moi, je veux dire, je m'en fiche, j'ai pas de doute sur ce que j'ai fait. Et pour qu'il y ait une fraude, vous savez, il faut que vous ayez un bénéfice. Comme je travaille pas pour l'industrie, et que franchement, d'avoir une publication de plus ou de moins, je sais même pas combien j'en ai fait de publications, je peux vous dire que vraiment, ça sera pas mon bénéfice. Et puis, je m'en fiche un peu, c'est pas mon problème. J'ai pas de doute non plus sur la trace que je laisserai, parce que vous savez, j'ai décrit avec mon équipe pour la première fois 700 microbes qui sont présents chez les humains, vous savez, que j'ai baptisé. Vous regardez les noms les plus communs de tous les microbes au monde, c'est Massiliensis de l'ancien nom de Marseille, c'est Timonensis de mon hôpital. C'est pas par hasard. Donc c'est parce que c'est ici que ça a été découvert. Et donc ça, vous savez, de savoir si j'ai demandé leur avis aux poux. Oui, c'est une autre chose qu'on m'a demandé, c'est si j'avais eu un comité de protection des personnes pour analyser les poux. C'est aussi une histoire qui est intéressante, celle-là. Donc ça veut dire que les gens font feu de tout bois pour poser des questions qui sont complètement délirantes, et bien sûr, donc, je ne peux pas laisser continuer à avoir un harcèlement, non seulement de moi, mais de tous mes collaborateurs, parce que maintenant, tous les gens qui ont publié avec moi, les mêmes vont chercher s'ils n'ont pas oublié un corps au pied, et les persécuter. Donc ça suffit, ces gens ne sont pas autorisés institutionnellement à juger ce que je fais, et donc il y a des gens dont c'est le travail, c'est la justice, et donc moi je me saisirai de la justice à chaque fois que je penserai qu'on a passé les bornes. Et je vous assure que pour que je considère qu'on a passé les bornes, il faut vraiment aller très loin pour que je considère que l'on a dépassé les bornes qui sont acceptables. Donc je ne accepterai plus que ni moi ni mon collaborateur ne soyons harcelés sur ce PubPeer, ni harcelés par les gens qui l'alimentent. Je ne l'accepterai pas, je mets ça entre les mains de la justice, on constitue un dossier dans lequel je rassure les gens, vous pouvez enlever vos tweets, on les a tous photographiés. Donc on a un document qui est extrêmement volumineux sur le fait qu'il y a un harcèlement en meute contre nous, avec des gens pour beaucoup d'entre eux, ont des liens avec l'industrie pharmaceutique, et je conseille les gens qui ont financé ou qui emploient ces gens
de prendre leur distance de manière à ce qu'il n'y ait pas un retour de bâton, parce que, en tout cas, moi, je ne crains ni les uns ni les autres, et quand je considère qu'il n'est pas sage de laisser les gens dériver à ce niveau-là, je pense qu'il faut que la justice s'en mêle, parce qu'il faut bien qu'il y ait un contre-pouvoir à cette espèce de folie médiatico et des réseaux sociaux agressifs. Il faut siffler la fin de la récréation. Ça suffit. Merci beaucoup.